Ça marche. Bonjour à tous. On va continuer sur le thème de l'expérimentation. On a évoqué un certain nombre d'expérimentations dès ce matin avec différents intervenants. Moi, je suis Patrick de Spearnet et on a David d'Enedis. On va évoquer des contextes d'entreprise. Il y a quelques mois de ça, Spearnet, on reçoit un appel d'Enedis qui nous dit écoutez, on a une idée. On en a plein et on aimerait bien expérimenter dans un dispositif hybride l'immersion sur la formation à l'habilitation électrique. Et on dit OK, on va pouvoir vous aider à faire ça. Mais ça manque pas d'audace quand même. Donc moi je suis ravi parce qu'aujourd'hui on va vous évoquer une expérimentation, un démonstratoire qu'on a construit ensemble au terme d'un partenariat. Et ouais, ça manque pas d'audace d'aborder le sujet de l'habilitation électrique, de la formation sécurité. Il y a des gros enjeux, ça a été un challenge et on en est là et on va être très content de vous partager ça aujourd'hui. David, est-ce que tu peux... Pardon. On a du monde qui rentre dans la salle, on va laisser s'installer. Hein, Vas-y, je t'en prie. Pas de souci. Si tu veux bien commencer, David, te présenter en quelques mots ton parcours et tes activités, tes missions chez Enedis. Ouais, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis David Vaginet. Je suis aujourd'hui responsable d'un département de formation à Enedis qui comporte une direction de la formation et de la professionnalisation en interne de l'entreprise. J'ai commencé ma carrière dans la distribution. J'ai fait toute ma carrière dans la distribution, plutôt sur des activités techniques, de management d'équipes techniques. J'ai eu un passé formateur aussi pendant quelques années dans le domaine des postes sources. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est des gros postes de transformation du réseau de distribution. Et puis je suis revenu à la formation et depuis quelques années, donc je manage cette activité-là et je travaille avec 120, 130 collaborateurs sur la formation des monteurs électriciens. Super, merci. Alors, on va revenir au point de départ de ce projet. Est-ce que tu peux nous donner l'enjeu de l'habilitation électrique et en quoi c'est un gros enjeu chez Enedis finalement? Alors Enedis, voilà, entreprise de distribution d'électricité. Enfin, j'imagine que vous connaissez cette entreprise maintenant. On est 37 000 collaborateurs, on a une masse salariale importante et on consacre 6% de cette masse salariale à la formation de notre personnel, formation professionnelle. C'est pas une paille, la loi en impose 1. Nous on est à 6%, plus de 6% même, ces dernières années. Donc on a des enjeux financiers forcément très conséquents. Deuxième enjeu, c'est une entreprise qui est sur de la distribution d'électricité, donc des activités qui comportent des risques importants. Risque électrique, bien sûr, il est omniprésent chez nos techniciens. Il faut savoir se prémunir des risques et donc les enjeux pour nous, c'est avant tout de garantir la sécurité de notre personnel et donc d'offrir des formations qui soient performantes et qui leur permettent de travailler en toute sécurité. Alors, on va revenir sur l'habilitation parce que l'habilitation, c'est en fait une reconnaissance par l'employeur de la capacité d'un salarié à effectuer une tâche. Sur un ouvrage électrique. Hein. C'est une réglementation qui nous impose ça. Et ça veut dire que non seulement on maîtrise le geste technique, mais aussi on maîtrise tous les risques environnants à ce geste, et on sait les maîtriser, sinon il n'y aurait pas d'enjeu. Donc quand un employeur remet une habilitation, il reconnaît à son salarié, tu sais faire, et donc tu es en capacité de travailler sur ce type d'ouvrage. Alors il y a différentes habilitation pour faire différents types d'actions sur différents types d'ouvrages parce que les ouvrages de réseau de distribution ils sont nombreux et variés et donc on a un volume d'activités tournées sur cette habilitation, sur l'acquisition de ces habilitations très très conséquent. Là on a annoncé 300 milliards, mais si on faisait vraiment le tour de tout ce qui s'y rapporte, c'est plus que ça. Donc, vous voyez que 300 milliards, ça commence à causer. Il faut quelques heures de formateurs pour arriver à les dispenser. D'accord, merci. Alors, si on revient au point de départ à nouveau, est-ce que tu peux nous dire comment
ça se passait, j'allais dire, avant dans le dispositif en présentiel, qu'on se situe Alors, sur le déroulé. Depuis 2015, la réglementation a un peu évolué. Elle impose à l'employeur, avant d'habiliter, de former. Bon, ça va un peu sans dire, mais les jeunes quittant le monde de l'éducation et entrant dans le monde du travail n'ont pas forcément une connaissance de ce que c'est qu'un réseau de distribution. C'est pas quelque chose qu'on apprend sur les bancs de l'école, en tout cas pas suffisamment pour travailler en toute sécurité. Et donc, depuis 2015, la réglementation nous impose d'avoir une formation, mais aussi d'avoir une évaluation, et que cette évaluation soit à la fois théorique, mais aussi pratique par rapport à l'habilitation qui va être remise. Donc ça, c'est quand même une exigence forte, et ça va nous imposer, nous, de dispenser des formations, mais aussi d'évaluer à la fin de ces formations que les capacités sont bien acquises. Donc le module dont on parle aujourd'hui, c'est un module qui touche le premier niveau d'habilitation, le plus simple, on va dire, entre guillemets, parce que on s'est pas attaqué quand même au sujet le plus difficile du premier coup, mais on voulait vraiment l'expérimenter, et là on s'attaque à un module qui, à l'origine, fait 2 jours de formation en présentiel, pendant laquelle il va y avoir une séquence en salle, avec des apports théoriques faits par un formateur, et puis une séquence d'évaluation qui, elle, va se faire sur le terrain, sur un ouvrage réel, où on va mettre en situation l'apprenant et où on va pouvoir évaluer effectivement la bonne compréhension du sujet et son bon comportement vis-à-vis du risque majeur qu'est le risque électrique. Et ça pose quoi comme problématique? En fait, ce dispositif, c'était quoi ces problématiques ou ces limites? La problématique, c'est que voilà, on a 2 jours de présentiel, on fait venir des gens, on les fait se déplacer. Vous avez vu le nombre de nouveaux entrants dans une entreprise comme la nôtre, c'est plus de 500 personnes par an qui vont passer dans ce premier module, mais qui auront d'autres modules aussi à suivre derrière. Il faut aussi penser aux perspectives que ça va ouvrir. Et donc, une des difficultés que ça pose en premier lieu, c'est le temps qu'on y consacre, l'argent qu'on y consacre, la non-disponibilité de ce salarié pour l'activité professionnelle, parce que pendant qu'il fait ça, il fait pas autre chose. Et les déplacements, voilà. Donc tout ça a un coût énorme et surtout nécessite des temps très très importants. Oui, donc vous êtes sur cette problématique de temps, aussi de la formation sur le risque pendant la formation, c'est aussi une notion qu'on a. Oui, alors il y a aussi cette composante-là, merci de me la rappeler, c'est-à-dire que quand on met en situation un salarié en évaluation sur un ouvrage, on le met en face de risque. Et donc le formateur, il va falloir aussi qu'il gère ce risque-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il le laisse, c'est comme le moniteur d'auto-école, s'il a des doubles pédales, c'est pour pouvoir interagir en cas de risque majeur. Là, en l'occurrence, nous, on n'a pas les doubles pédales, il faut que le formateur soit vraiment là en secours, on va dire, pour stopper l'agent si jamais il part à faire une bêtise. Et donc, c'est une des difficultés supplémentaires qui fait aussi que ça allonge un peu le temps des formations nécessaires. C'est ça. Alors ce dispositif en présentiel, il est nécessaire, il répond à des obligations légales et en même temps, on voit qu'il a des limitations en volume, en sécurité. Donc là, vous vous mettez à réfléchir. Déjà, une première étape. Et là, qu'est-ce que vous décidez de faire? On réfléchit, en effet. On réfléchit, on cherche et on essaye d'être toujours un peu plus performant, sans quitter de vue du tout l'objectif quand même principal que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est la sécurité de notre personnel. Le véritable enjeu, il est là. C'est qu'on n'ait pas d'accident du travail et qu'on ait des gens qui reviennent le soir chez eux tranquillement en ayant bien travaillé, mais surtout en parfaite intégrité physique. Donc, sans dégrader la qualité, on voulait essayer de gagner du temps quand même sur ces formations-là, qui pour nous sont lourdes, je vous l'ai dit. La première étape, ça a été de dire, tous ces apports théoriques qu'on fait là, est-ce qu'on peut pas les travailler autrement? Oui, forcément, en face de nous, on a une évidence, c'est le e-learning. Ça fait déjà quelques temps qu'on travaille sur ces sujets-là. Donc on a commencé à travailler ce module-là sous une forme un peu plutôt parcours blended, c'est comme ça que j'appelle ça, à apporter, on va dire, en distanciel, à un rythme plus adapté peut-être à tous les apprenants, une acquisition de connaissances plutôt que de compétences, mais des connaissances sur un module e-learning. Donc on a une plateforme LMS pour ça qui nous permet à chaque salarié de faire ça de son bureau ou de son lieu de travail. Et donc la première étape de cette évolution a consisté à
extraire la partie apport et le dispenser en e-learning. Sauf que... Sauf qu'il nous reste quand même une problématique. Eh oui. Cette problématique, c'est la mise en situation pour l'évaluation terrain. L'évaluation théorique, on l'a intégrée au e-learning, puisque ça va avec. Par contre, l'évaluation terrain, la mise en situation, le comportement, comment on va pouvoir l'observer, jusqu'à maintenant, on ne savait pas trop faire autrement que sur le terrain, sur des vrais ouvrages. Et là, c'est là où on y a un vrai défi. On se dit, là, il faut qu'on tente quelque chose, et c'est là qu'on fait appel à SpeedOnNet. C'est ça, en fait, où nous dites... c'est bien tout ça, mais ils sont à la queue leu en fait, attendent à rentrer dans le transfo et dans le poste de transformation, et puis c'est chacun son tour, quoi. Ouais, alors, sans détailler forcément comment le module était fait, globalement, quand on est en évaluation individuelle, ça porte bien son nom, c'est individuel. Donc quand on a un groupe de stagiaires, c'est pas tout le monde à la fois, parce qu'il faut que chacun y passe un par un et que le formateur puisse vraiment évaluer individuellement. On va remettre une appréciation à l'employeur, on va mettre un avis après formation, c'est le vrai terme, pour dire à l'employeur, c'est bon, vous pouvez y aller avec votre agent, mettez-le en situation, il sait faire maintenant. Donc on ne peut pas s'engager sur une action collective, on s'engage sur des évaluations individuelles. Et là, chacun attend son tour, quoi. Globalement, on a fait les apports, on a pu en salle répondre aux questions qui pouvaient se poser, mais quand il s'agit de rentrer en situation, c'est chacun son tour. Ça, c'est un vrai problème, parce que c'est une perte de temps supplémentaire. C'est ça, et alors là, vous venez nous voir sur cette deuxième partie, sur est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser l'immersion pour faire cette mise en situation en salle, et puis pouvoir gagner du temps, le faire de manière efficace tout en répondant aux exigences légales, et voilà, dans un nouveau dispositif. Donc là, vous nous sollicitez, on se met à réfléchir, on arrive à quelque chose ensemble. Est-ce que tu peux nous décrire, j'ai préparé là aussi quelques slides, comment ce dispositif immersif avec... hybride en fait, comment est-ce comment il s'articule en fait? Oui, bien sûr. Donc la première partie, on y revient, c'est le e-learning. Donc là, e-learning, on va dire un peu classique, c'est-à-dire des apports, des évaluations, de l'interactivité pour rendre le système vivant et que le stagiaire comprenne bien tout ce qu'il a à intégrer. C'est des données qui sont issues d'une norme, donc voilà, on a essayé de les mettre en forme et de les rendre ludiques, mais pour autant, ça reste quand même avant tout du savoir. Il faut savoir respecter des distances, des comportements vis-à-vis de certains ouvrages, détecter des choses. Bon, on va le faire jouer là-dessus en e-learning. On va rentrer maintenant dans une deuxième partie, qui donc là pour le coup, c'est le challenge qu'on vous présente aujourd'hui, c'est de dire on va rentrer non plus dans une période de mise en situation sur le terrain avec des vrais ouvrages, mais à une mise en situation immersive. On l'avait déjà testé dans d'autres conditions, mais c'est une grande première que de la tester sur une évaluation individuelle liée à un risque électrique. Et là, on est sur un PC en salle, on est voilà. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir se comporter dans une immersion virtuelle par rapport à une réelle mise en situation terrain? C'était un peu ça notre interrogation. Donc on a une première étape qui est d'abord de faire prendre en main l'outil aux gens, parce que forcément les apprenants là ils maîtrisent pas forcément le PC, comment va fonctionner Sphère, puisque c'est son nom, comment je vais pouvoir me déplacer avec la souris ou avec le PC, qu'est-ce que je dois faire comme action. Bon, en fait il faut apprendre ça, alors que c'était pas du tout inattendu avant, mais globalement voilà, il y a cette première étape à franchir. C'est bon, ça prend pas très longtemps, mais pour autant, il faut la passer. Et on va se servir de cette partie-là aussi comme mode d'entraînement. C'est-à-dire quelque part, il va falloir qu'il appréhende aussi l'environnement. C'est comme si la personne était déjà rentrée dans le poste et que, voilà, on lui laisse faire diverses erreurs, ce qu'on ne serait jamais permis de faire en réel. Et là, on va lui faire découvrir et appréhender un peu plus son environnement dans un mode qui est le mode entraînement. C'est ça, le mode entraînement. Est-ce que tu viens de dire est très intéressant. On peut se permettre de faire des erreurs qu'on n'aurait pas fait ça change la pédagogie finalement. Ça m'ouvre vraiment moi des perspectives pour l'avenir, parce que par ailleurs j'ai d'autres métiers sur lesquels on est encore plus en risque, pour ne pas les citer, les travaux sous tension en 20 000 volts. On fait ça en milieu réel, donc voilà, l'erreur c'est zéro, quoi, droit à zéro. C'est pas comme à l'armée, on n'a pas. Et donc moi ça m'ouvre des perspectives, parce que si on peut faire ce genre d'immersion demain
en supprimant totalement le risque et en rendant crédible l'intervention. Alors là on va changer les choses en termes de formation et de pédagogie. C'est ça. Alors on a une première partie entraînement, on s'imagine, on est dans un environnement 3D, immersif, on a des tâches à faire, voilà, on peut découvrir, se tester, on s'entraîne et puis après, évaluation, quoi. Après, là, voilà, c'est là où il faut rester sérieux. On a joué avec l'outil, on a appris à se repérer dans l'environnement, à se déplacer dans cet environnement-là immersif. Pour autant, il faut qu'on s'assure quand même que la personne a bien compris ce qu'elle avait à comprendre, elle sait bien respecter les règles qui lui sont dictées. Tout ça, il en va de sa sécurité demain. Et donc, on rentre dans un mode où là, l'erreur est plus permise. C'est le mode évaluation pur et dur. Et on va faire ça en synchrone. Ça, c'est la grande nouveauté aussi du sujet, c'est que au lieu de faire ça un par un dans un monde réel avec des équipements de protection, avec un poste, faut quand même des installations. Là, on va tous se mettre devant un PC et 10, 15 personnes à la fois peuvent faire cette évaluation en synchrone, sous la supervision d'un formateur qui va aider techniquement, mais c'est tout. Et l'outil va lui-même noter ce qui se passe, c'est-à-dire globalement, s'il y a une erreur majeure, fin de plongée, on rentre au bercail, c'est terminé pour toi, tu t'es tué là, à l'instant. Donc, pour suivre ça, le monde dans lequel on est va poser des questions, laisser des choix, par où tu passes, où est-ce que tu te positionnes, quelle action tu fais à ce moment-là. Et là, le stagiaire, c'est comme ça que je l'appelle, va faire des choix qui peuvent être bons ou mauvais, mais s'il a tout compris ce qu'on lui a expliqué avant, il devrait être bon. Et à la fin de ça, on va, s'il arrive au bout de ses missions, alors il y a plusieurs petits scénarios décrits pour mettre en situation, mais s'il arrive au bout de la mission sans avoir commis d'erreur, il aura le satisfecit final. Alors tu évoquais à l'instant ce que ça changeait pour le formateur, et ça change pas mal de choses, et on doit gérer derrière des écrans en salle, on doit travailler différemment, on est dans un environnement différent. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça change pour les équipes d'Enedis, parce qu'il y a eu un travail de conception, etc. Comment ça se passe pour les équipes de formation au sens large du terme? On a eu un travail je pense que c'est ça qui est intéressant de partager avec vous aujourd'hui aussi, parce qu'au-delà d'un module, il y a une pédagogie. Cette pédagogie, elle peut être complexe pour nos formateurs parce que c'est pas un monde qu'ils maîtrisent non plus. Donc il y a une période d'adaptation aussi pour le formateur, et donc forcément nous on réfléchit à comment on va intégrer ces nouvelles pédagogies dans la formation de nos formateurs, parce que ça s'invente pas. On a passé des virages numériques à apprendre aux gens comment utiliser un ordinateur, un PowerPoint, on monte graduellement dans l'escalier, mais adapter la pédagogie à tous les outils nouveaux qui s'ouvrent à nous, c'est un vrai challenge. Et le formateur n'a plus du tout la même position que celle qu'il avait avant. Avant, il était quasiment... Alors d'abord, il était un professeur, avec son tableau sacré, comme le disait tout à l'heure notre premier intervenant, qui va faire des apports théoriques à un stagiaire. Ça, il ne le fait plus, ça. Ça, c'est un e-learning qui s'en charge à sa place. Bon, c'est un peu frustrant, il y en a qui ont quitté alors, ils ont quitté la craie il y a longtemps quand même, mais le stylo et le tableau blanc, il y en a qui n'avaient pas trop envie de la quitter. Donc il a fallu accompagner ça managérialement. Il y a un accompagnement au changement qui va avec. Et là, c'est plutôt, faut faire son deuil de ce genre de choses. Bon, ils font pas que ça, donc ils ont d'autres occasions d'intervenir, mais pour le coup, c'est quand même bizarre à vivre. Et ça, c'est intéressant de partager avec le corps enseignant sur ces sujets-là. La deuxième adaptation, c'est d'abord de s'adapter aussi à l'outil. Globalement, on a des gens qui sont des techniciens à l'origine, qui eux-mêmes ont fait ce travail-là sur le terrain. Et le PC, ils sont pas nés avec, comme certaines générations actuelles. Donc il y a aussi ça, ce premier virage numérique à passer. Et puis après, il y a l'adaptation de la pédagogie, qui là, c'est encore autre chose. Alors globalement, au lieu d'être en situation sur le terrain avec des protections individuelles et de mettre en situation les gens un par un, on va superviser dans une salle 10-12 personnes à la fois qui passent une évaluation sur un PC. Oui, puis je peux témoigner de nos échanges sur... On ne va pas pouvoir caler la pédagogie d'origine, parce qu'en fait,
l'adaptation dans cet environnement fait qu'on doit changer la pédagogie. Donc on est véritablement sur autre chose. On peut obtenir le même résultat final, voire même certains avantages, mais on ne peut pas passer par le même chemin. Donc il y a une réflexion de conception qui est vraiment importante, qu'on a dû se challenger, dire non, on ne va pas pouvoir faire comme avant. En fait. Il faut vraiment, avec des bénéfices, des choses à travailler, il y a une grosse reconception. Quoi. Oui, tu as raison, le changement, il n'est pas que pour le formateur, parce qu'il y a la conception même du système. Quand on conçoit une mise en situation pratique et qu'on a été praticien soi-même, c'est assez facile de l'imaginer et puis de la mettre en œuvre avec des outils ou des installations qu'on va créer. Là, inventer le scénario qui va permettre de mettre en situation, c'est une autre démarche intellectuelle. Et il faut vraiment se projeter dans l'outil. Il faut quelque part se l'approprier avant pour se dire, je vais lui faire vivre ça comme situation, il va falloir que je lui pose telle question. Il faut vraiment que tout soit bien précis avant même de commencer à concevoir. Ce qui n'est pas le cas, où des fois on progresse en avançant, en réagissant en interaction à ce qui se passe autour de nous dans une formation présentielle. On répond aux questions, on voit dans le regard des autres ce qu'ils ont compris, pas compris. Là, faut tout avoir prévu d'avance. Pédagogiquement, c'est quelque chose de totalement différent. Enfin, je pense que vous me suivez. Sinon, vous me poserez des questions. mais c'est une révolution quelque part dans la conception. Hein. Et il faut savoir demain écrire des storyboards. Rien que le premier nom, alors rien que la première fois qu'on entend ce nom-là, ça fait un peu, tiens, c'est quoi ce truc-là? Oui, c'est un scénario qui va décrypter, étape par étape, tout ce qu'on va faire à l'apprenant, et c'est un vrai changement. Ouais, et pour nous aussi, c'est-à-dire qu'on doit être capable de travailler avec vous accompagner nous-mêmes. Comment on va vous accompagner à travailler dans ces. Donc une autre facette, c'est que là, c'est forcément, ça devient un travail de groupe avec un partenaire, comme Spidernet. Dans notre cas, et ça non plus, nos formateurs ou nos concepteurs, ils n'étaient pas forcément habitués à ce travail mode projet avec différentes parties prenantes, des gens qui ne comprennent pas forcément ce qu'on leur raconte, parce que pourtant pour nous c'est évident. Oui, mais c'est évident, mais sauf que il faut le traduire, et derrière il faut que les partenaires avec lesquels on travaille comprennent ce qu'on attend d'eux. Donc il faut être précis encore une fois avec des mots qu'on aura partagés, un wording. On se comprend. Juste peut-être un dernier point, puis après on passera aux phases de questions. Est-ce que tu peux donner des perspectives un peu plus larges sur déjà l'hybride, l'hybride avec l'immersion? Comment toi tu vois ça de manière plus large, au-delà de ce démonstrateur? Alors l'hybridation de la formation, on a commencé il y a pas mal d'années. Ça arrive avec le virage numérique, forcément, il y a plein d'outils qui émergent, il y a plein de nouveaux systèmes qui se mettent à notre disposition, et forcément on s'en empare pour essayer de voir un peu ce qu'on pourrait faire. Des perspectives, on en a plein, des idées, on en a eu plein, on a essayé plein de choses, avec plus ou moins de bonheur. Hein. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas adaptées à nos problématiques professionnelles et de pédagogie de groupe, parce qu'on fait pas de pédagogie individuelle en formation professionnelle, ou très peu. Donc on s'est emparé de ces sujets-là, mais des perspectives, on en a plein. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on crée, alors à Enedis particulièrement, des parcours qu'on appelle des parcours blended. Blended voulant dire mélanger, vous connaissez le whisky. On va utiliser l'outil qui nous paraît le plus approprié à l'acquisition de la capacité ou de la compétence qu'on recherche. Donc on va décrypter, on va dire, on va repartir d'un référentiel activité, on va tout découper en morceaux et on va arriver à la plus petite capacité élémentaire, et on va se dire ça se travaille comment? Déjà, comment on va mettre en posture d'apprentissage? Je pense que ça fait partie des sujets qu'on a tous à un moment, c'est comment est-ce qu'on va mettre l'apprenant en bonne situation pour apprendre. Bon, peut-être qu'une classe virtuelle où on va commencer à expliquer ce que les gens attendent de nous, ce qu'on va faire, comment on va le faire, comment ça va se passer, où chacun va pouvoir commencer à se présenter, ça peut être une entrée en matière, mais bon, il y a peut-être un autre système. Voilà. Après, il y aura forcément des parties qui pourront se faire, on l'a vu en e-learning. Il y a des parties que maintenant on va pouvoir faire en immersif, mais il y aura du présentiel, il y aura du distanciel. Il y aura... qui continuent à vivre. Alors, pour autant, on est une entreprise technique, on a du geste, ça c'est incontournable et ça restera. On peut pas apprendre certains gestes sans les faire. Enfin, en tout cas, faudra me le démontrer. Donc peut-être qu'un jour on arrivera à les faire virtuellement.
pas encore tout à fait là. Mais on y pense quand même, on se dit un jour, pourquoi pas si on avait des systèmes qui nous permettent de reproduire certains gestes avec le même retour d'effort, avec ce genre de choses, on pourrait peut-être éviter de prendre des risques, voire même pouvoir travailler sur des technologies qui n'existent plus. Parce qu'on a cette problématique-là aussi. C'est que nous, on a des réseaux, ils existent depuis des années avec des technologies qui se fabriquent plus depuis longtemps. Apprendre sur ces technologies-là, ça veut dire soit se les faire refabriquer spécialement, soit en faire son deuil. Donc des perspectives, vous voyez, il y en a plein parce que le numérique et l'immersif va nous permettre d'envisager des choses qu'on n'envisageait pas encore il y a 10 ans. Merci beaucoup. On va proposer sur ce thème-là de poser des questions. Voilà, si... Oui, Pierre-Jean Peyer du pôle formation UM Champagne-Ardenne. On est sur des formations normatives en sécurité, normées sur les temps, évaluation en situation réelle. Est-ce que vous avez fait valider votre dispositif plutôt virtuel par l'INRS ou la CRAM par rapport à ça? L'INRS impose rien sur le sujet, sur les habilitations électriques. C'est la NFC 18510 qui dicte les règles. Il n'y a pas de norme de durée. Il y a une imposition dans le contenu, la forme du contenu et de l'évaluation. Aujourd'hui, à nous de démontrer que le système qu'on met en place est efficace. Donc la commission U21 supervise globalement la C18510 et impose les choses. Elle ne vérifie rien. Globalement, on n'a personne qui vient débarquer pour dire votre formation là. Bon. Ça existe dans d'autres domaines comme les travaux sous tension en France par exemple, où là les formations sont très normatives avec des durées là, et ça on ne pourra s'y attaquer qu'en remettant effectivement en cause le sujet. C'est pas encore tout à fait d'actualité, il faut qu'on commence par des choses où c'est faisable, et justement, l'UTE, c'est un champ aujourd'hui de jeu qui est possible. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais globalement, on n'a pas de contrainte avec le 14 heures imposé, ce genre de choses. Bonjour, Marine Alléon pour Epéducation. Je suis très curieuse d'avoir le retour d'expérience de vos stagiaires sur le passage entre le module en immersif et la réalité. Comment ils vivent ça? Alors, dans ce qu'on a pu expérimenter, c'est assez variable. C'est assez variable. Alors, il faut quand même se dire un truc, c'est qu'ils n'ont pas vécu les deux. On ne peut pas comparer. Mais quand on est en situation immersive, il y a le premier point de rejet, entre guillemets, ou de crainte, c'est l'outil. On se met sur un PC, là, bon, c'est pas trop à quoi on va être mangé, comment ça marche ce jeu, parce que c'est un peu un jeu, en tout cas dans l'esprit collectif, hein, on se met sur un PC avec une simulation, machin, c'est un jeu, hein, enfin, demandez à mes gosses, vous allez voir. Il y a une crainte pour certains d'entre nous, à aller sur ce genre d'outils, hein. C'est pas si évident que ça. Il y en a qui préfèrent largement mettre une paire de gants et une casque et aller sur le terrain. Donc il y a un niveau d'acceptation qui n'est pas gagné d'avance. Maintenant, on leur explique que voilà, c'est comme ça qu'on va le faire avec eux. Que si vraiment ils s'en sortent pas, on pourra peut-être trouver d'autres solutions, mais en tout cas, on leur demande pas trop leur avis. Après, la mise en situation, la prise en main, dont on a parlé tout à l'heure, là, ça se fluidifie énormément. Il y a globalement une grosse crainte liée à l'outil. Une fois que les gens ont commencé à prendre la main, à voir que finalement c'est pas compliqué à utiliser, le Sphere là, il a un intérêt, c'est qu'on est très fin dans notre déplacement. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut, se placer là où on a envie de se placer, puisque ça fait vraiment partie des enjeux de cette formation. Donc globalement, la prise en main, elle est aisée, même pour quelqu'un qui n'est pas forcément très à l'aise avec ce système-là. Et aujourd'hui, on a quasiment personne qui bute vraiment là-dessus. Hein. Et c'est marrant parce que, c'est intéressant de partager ça avec vous. Je ne sais pas si vous avez un retour à me faire là-dessus, mais c'est pas toujours une question d'âge. Hein. Les plus jeunes qu'on croirait les plus aptes à faire ça,
c'est pas toujours eux qui montrent le moins de réactivité par rapport à ça. Hein. Enfin, je sais pas, ça pourrait être intéressant d'en débattre ou d'échanger sur ce sujet-là. Mais globalement, on n'a pas de blocage, quoi. Ce que je voulais dire, c'est quand ils passent au réel, quand ils reviennent au réel, comment ils vivent d'avoir eu cette formation en immersif? Est-ce qu'ils se retrouvent, est-ce que c'est OK pour eux quand ils reviennent au réel? Enfin, faut reconnaître quand même qu'on a une réalité virtuelle qui est quand même très proche de la réalité. Là, tout a été numérisé par SpeederNet là dans des postes réels. Hein, donc on n'est pas sur quelque chose qui est imaginé, mais on est bien sur de la captation et de la numérisation. Donc l'univers c'est le même. Hein. Quand on rentre dans le poste, ça fait vraiment le même effet. Bon, à part voilà l'effet visuel du numérique, mais on est sur quelque chose de très probant, quoi. Donc je pense que ça c'est pas trop perturbant. En tout cas, j'ai pas eu de retour moi qui m'a fait dire ah ben ouais, mais ça fait pas pareil que dans la vraie vie. Hein, Oui, bonjour, Laurent Courbon, responsable pôle formation de l'Institut français d'éducation. Vous dites l'univers, il est le même. Vous estimez que ça va rester le même pendant combien de temps, en fait? Parce que je ne suis pas spécialiste du réseau de distribution, mais j'imagine qu'il va y avoir sûrement des évolutions dans les environnements de travail. Comment ça va être pris en compte dans le cadre de cet outil virtuel? C'est évolutif, hein. Un système numérisé, il est forcément évolutif. Ça fait aussi partie des attraits, ça. Sur nos campus de formation réels où on a des installations H1, quand on installe un nouveau matériel, il faut l'installer en réel sur notre campus. Quand on change la technologie, il faut changer la technologie. Il faut des fois garder l'ancienne, donc ça demande d'en faire deux. Enfin bon, c'est tout un tas de problématiques comme ça qui ne sont pas si évidents que ça à gérer en réel. Je ne sais pas si je suis bien dans le sens de la question que vous m'avez posée. C'est ce que dit David, en fait c'est beaucoup plus simple. Faire évoluer un environnement type infographie 3D par rapport à ça, c'est du travail bien sûr, mais c'est incomparablement plus simple qu'avoir des investissements sur le terrain, etc. C'est clairement un atout de ce type de dispositif. C'était la question, oui, savoir s'il y avait des actualisations par rapport oui, alors bien sûr. Aux nouvelles technologies et puis peut-être les gestes professionnels aussi qui évoluent eux-mêmes. Oui, avec. Mais oui, bien sûr. Alors c'est même une nécessité, hein, faire évoluer nos systèmes informatiques. D'ailleurs, dans certains cas, on a buté aussi sur ces problèmes-là, hein, parce que les technologies informatiques évoluant, il y a des trucs qu'on a développés il y a quelques années qui aujourd'hui fonctionnent plus. Bon, il faut les redévelopper avec un nouveau langage. Enfin, ça me dépasse un peu, mais c'est vrai que là aussi je rebondis. Hein, tu touches une thématique du quotidien avec vous. Hein, c'est l'adaptation de nos dispositifs avec l'environnement informatique d'Enedis, avec notamment des enjeux de sécurité qui sont absolument colossaux. Hein. Il faut imaginer la sécurité informatique avec un acteur comme Enedis. Je peux parler à ta place, mais c'est juste énorme. On doit absolument travailler des enjeux de sécurité, d'accessibilité, avec des débats sur les bandes passantes, etc. Enfin, c'est des vrais sujets. Ça fait partie des contraintes qu'on intègre nativement en partenariat, parce que si on ne les prend pas en compte, on peut avoir la meilleure idée du monde, ça va faire pchit, quoi. Parce que j'ai surtout saisi dans votre présentation, c'est la plus-value du dispositif. Il y a quelque chose de nouveau dans l'erreur, la prise en compte de l'erreur, la capacité à pouvoir en faire, en fait. Parce que vous avez parlé au début d'apport théorique en salle. Moi, ce qui m'a un petit peu frappé, puis après, tout de suite, de dispositifs d'évaluation situation réelle. Et il n'y avait pas cette dimension, il me semblait, ou alors je n'ai pas bien compris, il n'y avait pas cette dimension d'essai-erreur, d'apprentissage, finalement, de traduction des éléments théoriques, mais on était plutôt directement dans une dimension évaluative. Et j'ai l'impression que finalement, on a une troisième phase, en fait, une phase intermédiaire qu'on a maintenant, et que la dimension évaluative, alors par contre, je n'ai pas bien compris comment elle arrivait du coup derrière, si à un moment donné, la phase d'essai-erreur, elle était stoppée, ou bien c'était l'outil numérique qui permettait d'identifier une progression du geste professionnel pour à un moment donné certifié. Alors non, pour répondre à la dernière question, le système n'évolue pas lui-même. C'est-à-dire qu'à un moment, le formateur va dire bon stop, vous avez tous pris en main le truc, on passe en mode évaluation. Et là, on tourne le bouton. Hein. Ça, c'est pour répondre à la dernière question. La deuxième question, c'était est-ce qu'il y a ce mode essai-erreur dans l'ancien système? Alors oui et non, parce que erreur, non. Enfin, ou en tout cas, limité à des choses qui ne vont pas entraîner des risques importants. Mais mise en situation quand même, oui. Bon, je ne suis pas allé dans le détail de tout ce qu'on faisait et comment on la mettait en œuvre, cette formation.
la partie vraiment théorique pure, voilà. Après, il y avait une partie quand même pratique de comment ça va se traduire sur tel ouvrage, sur tel ouvrage, sur tel ouvrage, parce qu'on travaille rarement que sur un seul ouvrage à la fois. L'habilitation couvrant plusieurs types d'ouvrages souvent. Et donc, le formateur va faire ces apports-là en salle aussi ou sur le terrain avant de mettre en situation réelle pour que effectivement il y ait un transfert entre ce qu'on a appris de façon théorique et ce qu'il faudra mettre en œuvre dans la pratique. Donc vous faites bien de me le faire rajouter, mais j'avais occulté un peu cette partie-là parce que ce qui nous, enfin cette mise en situation terrain, on continue de la faire quelque part. Et donc ça fait partie aussi des sujets là la période d'essai elle permet de le faire aussi de façon virtuelle. Voilà. Et je m'excuserai, j'ai oublié la première question que vous m'aviez posée, je sais pas. Non. Des éléments de compréhension que je vous restituais, c'était pas vraiment une question. Vous avez répondu, merci. Demander d'arrêter, on a débordé. Alors si vous avez d'autres questions, venez nous trouver, on sera ravis, mais il faut qu'on laisse la place au suivant. Merci à tous. Merci.